Il fut un temps où le Stadio delle Alpi de la Juventus brûlait et s'enivrait au rythme de ses ultras. En 2025, le mouvement ultra bianconero vit toujours, survit toujours, mais est passé très proche de la fin. Lien avec la mafia, business, chantage, intimidation, répression, conflit avec la direction. En 2019, l'opération de police Las Banner a mis la Curva Sud nez à nez face à ses dérives et ses démons. Retour sur ces événements aux échos bien actuels qui ont choqué le calcio et les tribunes de la botte. Générique. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Arena, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas la plus réjouissante puisqu'on va parler du triste cap de la Juventus, de la criminalisation de la Curva Sud et du conflit entre le club et ses ultras apparu il y a quelques années. L'objectif c'est de revenir sur ce qu'il s'est passé, évoquer les faits, la situation aujourd'hui en 2025, qui est certes mieux que par le passé, et ce qui permettra notamment de faire un parallèle avec le contexte à Milan suite à l'opération de police Doppia Curva. Petite précision pour les personnes qui me découvrent ou qui ne me connaissent pas, c'est pas du tout une vidéo anti-Juve ou anti-italien. Je suis d'origine italienne et sympathisant bianconero, donc c'est une vidéo purement objective qui va vous donner des clés de compréhension sur l'histoire ultra, le contexte ultra à la Juventus et ce qu'il s'est passé. Avant qu'on commence, on explose tous les amis, les likes, l'abonnement, la cloche pour ne rien manquer, c'est gratuit, rejoignez l'Arena et pour moi c'est clairement la meilleure des récompenses pour tout le travail fourni. Installez-vous bien confortablement, bien au chaud, on est parti. Pour débuter, il convient quand même de faire un petit historique du mouvement ultra à la Juventus. Bon, le club, pas besoin de trop le présenter, j'espère, tout le monde le connaît. Il a fêté ses 128 ans tout récemment, c'est le plus grand club et palmarès d'Italie. C'est le 4e club en Europe avec le plus de matchs en Ligue des Champions, derrière le Real, le Bayern et le Barça. Le club qui a perdu le plus de finales en C1 aussi, 7 dont les 5 dernières. Et évidemment, c'est un club de légende où quasi tous les plus grands joueurs de l'histoire du football sont passés. À titre d'exemple, c'est le 2e club, à égalité avec le Real et derrière le Barça, à avoir le plus de joueurs qui ont obtenu le Ballon d'Or. Bref, historique sur la Juve, son mouvement ultra et son histoire ne sont pas en reste. Il apparaît évident que pour accompagner ce club mythique et légendaire, il faille également des ultras et une ambiance exceptionnelle. L'histoire du mouvement ultra, du tifo organizzato à la Juve est assez complexe parce que c'est l'histoire de fusion, de création, de dissolution, de scission. Ça a été vraiment très mouvant. Le premier groupe ultra de la Juve apparaît en 1976 dans le Stadio Comunale et c'est le groupe Panthers qui ne va pas durer très longtemps toutefois. En 1977 apparaît un autre groupe majeur dans l'histoire de la Juve, le groupe Fighters qui peuple la Curva Philadelphia du Stadio Comunale, photo très emblématique datée de 1978. Il sera dissous en 1987 suite à des heurts contre des ultras de la Viola, mais réinstauré en 1997 sous un autre nom et dans une union de plusieurs groupes ultras. Ainsi, en 1987, pour le paysage ultra de la Juve, c'est une année majeure puisque le groupe ultra phare, Fighters, disparaît. Par conséquent, à partir de ce moment-là, des membres de l'ancien groupe Fighters disparu se réunissent pour créer le groupe Arancia Meccanica, Orange Mécanique, inspiré du film de Kubrick. C'est le nom historique du groupe Drughi, peut-être le groupe ultra le plus emblématique de l'histoire de la Juve, un groupe ultra qui va marquer notamment le Stadio Comunale et puis la Curva Sud Chirea du Stadio delle Alpi avec une ambiance incandescente et surtout énormément de membres. C'est le groupe qui, dès sa naissance, va prendre le leadership du tifo bianconero, ce qui va se faire aussi avec un peu de jalousie et de rivalité d'autres ultras de la Juve, notamment certains anciens des Fighters qui prendront leur distance des Drughi en 1993 pour tenter de reformer le groupe à partir de 1997. La saison 90-91 marque un véritable tournant pour l'histoire du supporterisme de la Juve puisque les bianconeri quittent le Stadio Comunale et s'installent dans le Stade des Alpes, le Stadio delle Alpi construit pour la Coupe du Monde 1990 en Italie qui va accueillir désormais les deux clubs de Turin. Et dans les premières années 1990, ça va être les très grandes heures du mouvement ultra bianconero. Vous avez peut-être eu la chance de vivre cette ambiance ou de voir ce stade et de connaître l'expérience unique
de la double curva, puisque la Juventus avait des ultras en curva nord et en curva sud, les Drughi et les Fighters en curva sud, les Vikings puis Viking NAB apparu en 1986 et les Irréductibles dans la curva nord, une doppia curva, une double curva où le spectacle est grandiose des deux côtés. À titre personnel, je n'ai pas eu la chance de connaître l'expérience de la double curva dans le Delle Alpi, j'étais pas né ou alors beaucoup trop jeune. Cette expérience, elle a continué quand la Juve a quitté le Delle Alpi. La Juve est revenue entre 2006 et 2011 dans le Stadio Comunale, est devenu Stade Olympique de Turin. Et c'est la dernière fois que la Juventus a eu des ultras en or et en sous. En 2011, la Juventus entre dans l'ère de la modernité et inaugure son nouveau stade, le Juventus Stadium, bâti sur les vestiges du mythique Delle Alpi, démoli en 2009. C'est un écrin splendide avec les tribunes très proches de la pelouse, contrairement au Delle Alpi, mais bien plus petit, 42 000 places contre près de 70 000. C'est un stade de foot du 21e siècle. À l'époque, c'est le stade le plus moderne d'Italie et aujourd'hui en 2025, près de 15 ans après son ouverture, c'est toujours un des 3 seuls stades du pays qui respecte pleinement les normes stades UEFA. C'est dire le retard qu'a pris l'Italie dans la modernisation de son parc Arena. Changement majeur donc pour les ultras de la Juve, puisque depuis 2011, tous les groupes se massent dans un seul virage, en curva sud. Voilà à titre personnel comment j'ai connu la curva sud de la Juventus, celle entre 2011 et 2019, qui a accompagné la vieille dame dans ses 9 sacs de suite en Serie A, ses 2 finales de Ligue des Champions en 2015 et 2017, ses soirées de Champions League exceptionnelles contre le Real, le Barça, le Bayern ou Monaco, avec en bas les groupes ultra Viking, NAB, Nucleo 1985, apparu dans les années 1990, et Tradizione Bianconera, le nom des Fighters depuis quelques années. En haut, au 2e étage, on trouve les Drughi, leurs sous-groupes et leurs nombreuses sections, notamment étrangères, belges, françaises ou luxembourgeoises. Quand je suis allé voir par exemple Juve Napoli en 2018, c'est comme ça, plus ou moins, que j'ai vu la Curva Sud et c'est comme ça qu'elle a organisé le Tifo Bianconero en Curva jusqu'en 2019, année qui va tout changer. Le 16 septembre 2019 à l'aube, la police italienne arrête 12 chefs ultras de la Curva Sud de la Juventus. Drughi, Tradizione, Viking, Nucleo, tous les groupes majeurs sont visés par une enquête de la Digos, unité de la police italienne. Qu'est-il en train de se passer? Il faut savoir que depuis la saison 2017-2018, les relations entre les ultras et la direction du club, dirigée par Andrea Agnelli, se sont très refroidies. En cause, la fin d'un quota de billets donnés aux ultras et destinés à la revente. Auparavant, la Juve donnait des billets aux ultras et les ultras se chargeaient de les revendre, leur permettant notamment de dégager des revenus, mais aussi de contrôler qui peut entrer dans la curva. La fin de ce dispositif pour les ultras a conduit à une saison 2018-2019, d'ailleurs petite anecdote, c'était la première de Cristiano Ronaldo, terriblement houleuse en tribune côté Juventus avec des leaders qui ont littéralement exercé un chantage auprès du club et notamment des salariés chargés de la billetterie. Selon les médias italiens, les ultras turinois exerçaient des pressions, des intimidations, comme des menaces de chants racistes pour faire sanctionner le club sportivement ou financièrement. Tout était bon pour faire pression sur la Juve pour redonner les avantages. La Juve n'a pas cédé et elle a même porté plainte contre ces ultras. C'est ce qui a lancé les investigations menées par la Digos. Et c'est pas glorieux puisque de précédentes enquêtes déjà avaient souligné le lien entre des leaders ultras de la Juve et la mafia calabraise de l'Ndrangheta. In fine, en septembre 2019, le coup près tombe. Dans une opération de police exceptionnelle qui a touché toute l'Italie, 12 leaders ultra bianconeri sont arrêtés et soupçonnés d'association de malfaiteurs, d'extorsion aggravée, de blanchiment et de violence. C'est assez inédit pour un groupe de supporters, mais ça montre bien la gravité de ce qu'il s'est passé. S'en est suivi ensuite une bataille judiciaire qui a fini par aboutir au procès Las Banner en 2021, qui a vu la condamnation de plusieurs leaders interpellés, pas tous, certains ont été relaxés, mais 6 d'entre eux, appartenant aux divers groupes que j'ai cités avant, ont écopé d'années fermes de prison, dont 4 pour Dino Mocciola, le leader historique des Drughi. Au total, 38 ultras ont pris 10 années d'interdiction de stade, interdiction record en Italie. Bref, cette affaire, elle montre aux yeux de tous la criminalisation du virage de la Juventus par certains, les liens avérés avec la mafia calabraise et surtout des leaders avides de pouvoir. Elle est là aussi la réalité.
En revanche, suite à l'affaire Las Banner, la Juventus a mis en place une véritable répression contre les ultras. Il ne faut jamais oublier que ce sont 6 personnes qui ont été condamnées pénalement. 6. La Curva Sud, c'est 7000 places, dont environ 2000, 25%, ultras, membres de groupes organisés. Est-ce qu'on bannit tous les ultras pour 6 personnes condamnées? C'est le choix qu'a fait la Juve pendant quelques années. Tambour, drapeau, mégaphone, banderole, plus rien ne rentre dans le Juventus Stadium à partir de l'opération Las Banner et ça va durer plusieurs années jusqu'au départ d'Agnelli début 2023. Le stade devient un théâtre. En 2022, un soir de Ligue des Champions, le genre de soir où le Juventus Stadium explose, 3 ans après l'opération de police, voilà à quoi ressemblait la Curva Sud. Pas de drapeau, pas de chant, pas d'identité, aucune couleur, aucune saveur. Dans le même temps, la justice italienne n'y va pas de main morte dans cette affaire Las Banner. En 2024, l'appel confirme le jugement en première instance et augmente même pour certains les peines. Dino Mocciola passe à 8 années de détention. Surtout, la Cour estime que, je cite, et c'est important, dans l'affaire des Drughi, les dirigeants du groupe ont combiné leur activité licite avec une activité illicite visant à obtenir d'importants profits en exploitant la structure organisationnelle préexistante des ultras, ainsi que leurs ressources humaines et matérielles dans un contexte d'exploitation planifiée et délibérée de ces ultras à des fins criminelles inconnues de la plupart de leurs membres. On le voit avec ce commentaire de la justice italienne, on est face à une exploitation du groupe, ses ressorts, ses logistiques, à des fins d'enrichissement et surtout, la majorité des membres et ultras de la Curva sont pris en otage, parfois sans le savoir, par une minorité qui décide et surtout qui magouille. Qu'en est-il aujourd'hui en 2025 dans le paysage ultra de la Juve? Depuis l'arrivée de Ferrero à la présidence du club, l'étau s'est desserré. La guerre avec les ultras est terminée, comme il l'a déclaré peu de temps après son arrivée. Depuis 2023, les groupes ultras ont fait un retour progressif dans le Juventus Stadium et dans la Curva Sud, modifiant a fortiori organigramme, hiérarchie et leader. En revanche, l'ambiance y est beaucoup moins chaude que par le passé et l'influence des groupes ultras sur les personnes qui peuplent la Curva Sud semble beaucoup plus faible. Je suis persuadé aussi qu'il y a beaucoup moins de membres dans les associations en tribune qu'il y a quelques années et il semble que les matchs à domicile soient d'ailleurs plus compliqués à organiser que les déplacements. Surtout, il y a des changements majeurs dans les appellations. Cette année, la Cour de cassation a confirmé que des Drughi et autres individus appartenant au groupe concerné étaient littéralement perçus comme membres d'associations de malfaiteurs. C'est la première fois en Italie que ce délit est reconnu pour des faits liés à des groupes de supporters. Par conséquent, toutes les bâches qui mentionnent ces groupes sont donc illégales et interdites. Drughi, Fighters, Nucleo, NAB, Viking, tous les calicots qui mentionnent les groupes ne peuvent plus être visibles dans un stade de football en Italie. La fameuse badge Drughi Ultra Curva Sud, connue de tous les amateurs de stade en Europe, ne peut plus être installée. Ainsi, quand les groupes ont refait surface, cela s'est fait sous de nouvelles identités. La bâche Torino, ici, c'est pour les Drughi. Milano, pour Viking, car c'est un groupe fondé à Milan. Gruppo Storico, pour les Fighters. Genova, pour le NAB. Voilà donc ici, à Monza en 2024, à quoi ressemblait un parkage visiteur de la Juventus. Tous les groupes sont de retour, mais pas sous leur vraie identité, devenus bannis des stades d'Italie. Les Drughi ont récemment installé une nouvelle bâche, également simple, classique, Fino alla fine, Curva Sud. Notons toutefois que la Curva Sud reprend des couleurs et de la voix, comme en témoigne cette image avec le retour des bâches, des drapeaux, des calicots, des fanions, des banderoles. Cette affaire montre à quel point des groupes monumentaux et historiques du movimento ultra italien, Viking, Drughi, Fighters, ont basculé par la responsabilité de certains de leurs chefs dans le crime organisé. Elle rappelle tout à fait ce qu'ont vécu les deux Courvées à Milan depuis l'année dernière, la Sud de l'AC Milan et la Nord de l'Inter, empêtrés dans des trafics, meurtres, extorsions et liens en tout genre avec la mafia et qui ont vu nombre de leurs leaders condamnés également à des peines de prison. Désormais de retour depuis le mois d'octobre 2025, c'est tout récent, c'est également sous une nouvelle identité que les groupes milanais ont le droit de siéger.
Fini cette bâche historique et légendaire, Curva Sud Milano, elle aussi interdite en Italie, place désormais aux bâches Appartenza, Milanismo et Solidatio Rossonero comme nouvelle identité. Côté Inter, fin de la bannière elle aussi mythique, Curva Nord Milano, place dorénavant à cette bâche Secondo Anello Verde Milano, deuxième anneau vert en référence à l'emplacement et à la couleur des sièges où sont massés les ultras nerazzurri. En Italie, de nombreux ultras se lèvent pour critiquer ce qu'ils appellent les ultra business, ceux qui profitent de leur position et de leur groupe pour abuser d'un certain pouvoir et surtout utiliser la culture ultra à des fins pécuniaires. Ici Naples, ici la Curva Fiesole de la Fiorentina qui attaque frontalement la Curva Sud Milano et ses dérives. Pour conclure cette vidéo, on peut dire que l'Italie, berceau du mouvement ultra, fait face à des dérives qui menacent l'existence du mouvement et ses fondements. La Juventus en est et a été un des exemples les plus criants de ce problème. À la question posée dans le titre ou sur la miniature, que peut-on répondre? La mort des ultras? Non, en réalité. Passé très proche de la disparition totale, les groupes ultras de la Juventus sont bel et bien vivants, affaiblis, mais vivants. Ils ne sont pas passés loin de la fin, faute de certains comportements individuels dangereux et répréhensibles, ou du club qui a pendant quelques années muselé ses associations et l'ensemble de leurs membres. Pourtant, ils sont toujours là, fino alla fine, jusqu'à la toute fin, comme le dit le dicton bianconero, sur le terrain, mais aussi en tribune. L'avenir nous dira si la Curva Sud de la Juventus renaîtra pleinement à l'image de sa vecchia signora, toujours convalescente. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pour le soutien, on like, on commente et on s'abonne. Direction les 60 000 abonnés sur l'Arena. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. Merci pour votre fidélité. Si jamais vous ne connaissiez pas cette histoire, n'hésitez pas à me partager. Peut-être que vous découvrez l'opération Last Banner avec cette vidéo. Et puis, si jamais vous avez également des compléments, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Petite annonce également, vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux ou alors dans l'onglet communauté, on se retrouve ce mercredi pour un live YouTube spécial Qualif Coupe du Monde 2026, les grands enjeux en compagnie de Scipion, ça va être absolument génial. D'ici là, belle soirée à vous les amis, prenez soin de vous et comme toujours, profitez des vôtres. Ciao ciao.